Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le cordon sanitaire médiatique, voici une particularité belge qui questionne beaucoup à l'étranger. Une particularité qui est remise en cause aussi par certains en Belgique. Ce mécanisme qui empêche l'extrême droite de s'exprimer en direct dans les médias est pourtant tout sauf un outil de censure. On va en discuter aujourd'hui avec nos invités. On va revenir sur les origines de ce mécanisme, sur son fonctionnement, sur ses objectifs. Mais alors que la RTBF a été critiquée ces dernières semaines parce qu'elle a décidé d'appliquer ce cordon sanitaire au discours d'investiture de Donald Trump en lui imposant un léger différé, on va aussi s'intéresser aux critiques répétées envers les médias. Alors, nos invités, ce sont tout d'abord Muriel Anneau, bonjour. Vous êtes secrétaire générale du Conseil de déontologie journalistique et c'est François Debras, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur associé à l'Université de Liège, à l'ELMO. Vous donnez cours aussi à la Sorbonne et à l'ULB. Spécialiste de l'extrême droite, vous avez également une chaîne YouTube qui s'appelle Popex et qui reprend donc des vidéos, des podcasts qui décryptent les discours d'extrême droite. Alors, Muriel Anneau, le cordon sanitaire médiatique, c'est quoi? Alors, vous allez peut-être déjà me dire tout de suite que vous voulez qu'on arrête d'utiliser ce terme, voilà. Mais dites-nous une définition de ce terme. Alors, le cordon sanitaire médiatique, que en déontologie, on appelle la clause de responsabilité sociale et démocratique pour distinguer ce cordon du cordon sanitaire politique, parce qu'ils ne sont pas identiques, ils fonctionnent de manière différente. Oui, on aura l'occasion d'y revenir. On y verra. C'est en fait le fait que les rédactions doivent éviter de donner un accès en direct à l'expression de candidats, partis, listes, mouvements dont les programmes ou les discours sont liberticides, antidémocratiques ou contraires aux lois relatives à la discrimination, au racisme, au négationnisme. Et donc, il s'agit en fait d'un principe général qui repose sur des standards, des normes déontologiques qui demandent d'assumer une responsabilité sociale des journalistes dans les discours qui sont différés, qui demandent également de cadrer, de mettre en perspective ces discours, ce que le direct ne permet pas. Et donc ce n'est en aucun cas une interdiction de parole ou le fait d'éviter d'interdire la parole, c'est simplement que parce que ces discours-là, dans les conditions directes, sont difficiles à cadrer journalistiquement, à mettre en perspective, parce que le direct favorise l'expression spontanée, les formules toutes faites, et difficiles à vérifier dans leur déroulé. Eh bien, ces éléments-là, en fait, on prend le temps de pouvoir les mettre en perspective, de pouvoir les mettre à distance, parce qu'ils sont dangereux et risqués pour la démocratie. Alors, c'est un principe de déontologie, mais c'est également un principe légal qui interdit aussi aux médias, particulièrement en audiovisuel, de diffuser des idées qui sont contraires aux lois. Oui, c'est ça. Ça se base effectivement sur des textes légaux, des décrets notamment. Alors, François Debras, dans quel contexte, en fait, ce cordon sanitaire médiatique, il a été créé? On a dit que c'était vraiment une particularité belge, je dirais même une particularité belge francophone. Dans quel contexte il a été créé? Alors, le cordon sanitaire médiatique, il est lié, même si on n'aime pas trop de les joindre, avec le cordon sanitaire politique qui est apparu dans la fin des années 80, principalement dans un premier temps en Flandre, pour contrer le fameux dimanche noir et cette progression du Vlaams-Blok, aujourd'hui le Vlaams-Belang. Le cordon sanitaire politique, donc c'est un arrangement avec les partis politiques du nord du pays et qui après a été récupéré et qui existe aussi au sud du pays, qui est de ne pas faire d'alliance avec les partis politiques d'extrême droite. Au sud du pays, on a un double aspect, c'est on ne fait pas d'alliance avec les partis politiques d'extrême droite, mais à côté de cela aussi, il y a une déclaration comme quoi on refuse en fait de se laisser contaminer, selon l'expression, par des idéologies antidémocratiques. Donc c'est bien plus dans le sud du pays que de ne pas faire d'alliance. Il y a différentes dispositions, il y a un code de bonne conduite aussi, notamment de prôner la tolérance, les valeurs démocratiques, de lutter contre les discours de haine. Et de ce cordon sanitaire politique va émerger un ensemble de questions, notamment au sein de la RTBF, sur la place que l'on accorde à certains représentants
représentants politiques au sein du conseil d'administration de la RTBF, mais aussi en termes de temps de parole sur les ondes, à la radio et à la télévision. Ces dispositions, elles vont être récupérées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les années 1999, puis en fait depuis donc, le 22 novembre 2011, ces dispositions vont être approuvées par le gouvernement de la communauté française et donc le texte va disposer d'un statut obligatoire qui est donc qu'on ne tend pas le micro en direct à une personnalité, un représentant, un mouvement ou un parti politique qui, et ce n'est pas uniquement l'extrême droite, on utilise plutôt le terme liberticide également, c'est cette idée d'un mouvement ou d'un parti qui remettrait en cause différents éléments. Premier élément, la loi contre les discriminations. Deuxième, la loi antiracisme. Troisième élément, la loi sur le négationnisme. Et certaines chaînes, pour ne pas dire presque l'intégralité des chaînes de radio et télévision, vont ajouter en plus dans leur statut interne le respect de la Convention européenne des droits de l'homme. D'accord, donc on est bien là dans... C'est pas un outil de censure, parce qu'on a entendu, on peut avoir entendu ces derniers temps, voilà, on censure le discours. C'est pas un outil de censure, c'est plutôt un outil de cadrage journalistique. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est du cadrage. Juste pour marquer la différence, le règlement du CSA, qui est obligatoire, intervient en période électorale. Le principe du cordon sanitaire médiatique, tel que perçu déontologiquement, s'applique en tout temps. Évidemment, avec une insistance sur la période électorale, où évidemment la question des enjeux, de bilan, des programmes est essentielle, et où la mise en perspective d'ailleurs est plus importante. Mais, et alors, pour marquer aussi la différence entre le cordon sanitaire politique et le cordon sanitaire médiatique, le cordon sanitaire politique fonctionne sur plutôt un mode d'exclusion, c'est-à-dire on ne parle pas, on ne discute pas, en ce compris dans les débats avec les partis, mouvements et candidats liberticides et antidémocratiques et non respectueux des lois. Le cordon sanitaire médiatique, c'est un système de précaution. Donc on en parle. Ce n'est pas interdit d'en parler, on en parle, mais avec une prise de distance, avec un travail journalistique qui doit nécessairement être fait avec précaution. Donc c'est vraiment là, à ce niveau-là, c'est pour ça que ce n'est pas... on ne peut pas parler de censure. C'est juste la liberté rédactionnelle des médias, des rédactions qui s'applique. Oui, avec cette obligation effectivement de cadrage. Alors François Debras, vous disiez, voilà, on interdit, enfin on empêche, on va dire, les partis d'extrême droite qui portent des idées liberticides d'être en direct. Alors évidemment, au départ, en 1990-91, Dimanche Noir, on parlait clairement du Vlaams-Blok en Flandre. Il y avait aussi une certaine montée du Front National en Belgique, même si elle était encore assez minime, on va dire, par rapport au Vlaams-Blok. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas plus difficile qu'à cette époque de totalement identifier les discours d'extrême droite? Parce qu'on sait que, évidemment, il y a des partis d'extrême droite et puis il y a des discours de haine qui peuvent parfois se propager ailleurs. Oui. Alors je pense qu'il y a deux interrogations à avoir. Le premier, c'est comment est-ce qu'on peut définir l'extrême droite, qui est un enjeu à la fois politologique mais aussi juridique. Et à côté de cela, quand on parle du cordon sanitaire médiatique ou de la clause de la responsabilité sociale et démocratique des médias, il y a un autre terme qu'il faut interroger, c'est le caractère liberticide qui revient vraiment pour se poser la question, est-ce qu'on tend le micro en direct ou pas? Et là, il y a un vrai débat qui est construit et qui est en fait structuré, non pas autour de débats politologiques, j'ai envie de dire, mais il y a un véritable aspect juridique qui permet d'aiguiller, d'encadrer les pratiques des journalistes. Et il y a vraiment cette interrogation sur, par exemple, les mouvements ou les partis considérés comme antidémocratiques. Comment définir antidémocratique? Alors on peut revenir sur des éléments juridiques qui est la loi contre les discriminations, le racisme, le négationnisme et le respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est sur ces éléments-là alors que l'on va construire son argumentation. Oui, avec du coup la difficulté parfois de effectivement ces discours gris comme vous les appelez ou comme UNIA aussi les appelle, ces discours gris. Et du coup, j'imagine difficulté parfois dans les rédactions de se dire ah bah tiens, est-ce que celui-là on lui tend ou pas le micro en direct? Oui, donc effectivement, on se rend compte que ça fait plusieurs années où on a une extrême droite qui va à la fois modifier ses propos pour justement contourner la législation contre le racisme. On va jouer sur des logiques d'hyperbole, d'implicite, de prétérition et différentes formules rhétoriques pour cacher en fait ces propositions politique, d'où l'appellation de discours gris. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on se rend compte, par exemple, et là je reviens peut-être plutôt avec le cordon sanitaire politique, c'est qu'il a été actualisé en 2014
et en 2022, le 8 mai 2022, c'est une date quand même très symbolique puisque c'est la date qui marque la capitulation de l'Allemagne nazie, qui a été réactualisée à la suite donc, du président du MR, Georges-Louis Boucher, qui allait débattre avec Tom van Grieken, le président du Vlaams Belang. Alors, dans ce texte, on observe un code de bonne conduite qui permet justement de préciser le cadrage. C'est-à-dire qu'on s'oppose au discours sur l'incitation à la haine raciale, mais aussi au discours de haine. On s'oppose également à toute forme de discours de haine qui pourrait apparaître sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, il y a une obligation de modérer également les propos, de cadrer certains propos. Et je reviens là-dessus parce que je pense que c'est très important aussi. Et c'est aussi dans le cadre du journalisme, c'est vraiment cette nécessité de contextualisation et d'explication du phénomène pour avoir une transparence vis-à-vis du type de parti, de représentants, de mouvements auxquels on est confronté. Oui, ce code de bonne conduite, tous les partis démocratiques l'ont signé aujourd'hui. Alors il y a deux partis, donc on est uniquement au sud. Il y a un parti au sud qui ne l'a pas signé, c'est le PTB, qui se présente comme un parti en fait présent au nord et au sud du pays. Et donc s'ils veulent débattre avec le Vlaams Belang au nord du pays, puisque le Vlaams Belang est sur les plateaux et les chaînes de télévision, alors le PTB ne va pas signer un document qu'il ne pourrait pas lui-même respecter, puisqu'alors il se refuserait l'accès à tous les plateaux en direct au nord du pays. Alors du coup, je profite du fait que vous parliez du PTB pour dire pourquoi est-ce que ce cordon sanitaire ne s'applique pas aux partis d'extrême gauche, parce qu'effectivement, ça on l'a entendu aussi en disant, tiens, est-ce que finalement ce cordon sanitaire médiatique, si il veut empêcher des discours extrêmes d'apparaître dans les médias en direct, pourquoi l'extrême gauche n'est pas concernée? Je dirais d'abord, et après je laisserai l'explication plutôt politique, mais la question n'est pas de dire qu'on vise les partis extrêmes. C'est ça, en fait. La disposition du cordon sanitaire médiatique, elle vise les partis liberticides, antidémocratiques et non respectueux des lois en matière de racisme, sexisme, discrimination et négationnisme. Et donc, en fait, l'extrême droite tombe là-dessous par une série de décisions, de faits, avec l'histoire. Mais pour les partis d'extrême gauche, il n'y a pas une automaticité. Ce qui fait la qualification, et en tout cas pour le cordon sanitaire médiatique, ce qui fait la qualification, c'est les rédactions qui, librement, sur base d'une enquête sérieuse, déterminent si tel parti, via son programme, via ses prises de position récurrentes, entre ou pas dans ces thèmes liberticides, antidémocratiques et non respectueux des lois. C'est ça qui fait. Et donc, maintenant, sur le fait de dire est-ce que le PTB y entre ou pas, à ce stade-ci, ce n'est pas le cas. Oui, ce n'est pas un problème d'extrémisme. Ce n'est pas une question d'extrême, c'est vraiment une question de propos liberticides. Oui, c'est ça. Donc, comme je le disais, on peut avoir un débat sur la qualification d'extrémisme, qui est un débat à la fois politologique, mais aussi juridique, puisqu'on a la loi organique sur la sûreté de l'État ou la loi sur le financement des partis politiques qui approche ce terme. Mais à côté de ça, ici, ce dont on parle, c'est vraiment du caractère liberticide et du respect de certaines lois. Donc, quand on se pose la question, est-ce qu'on souhaite, ou comment est-ce qu'on peut argumenter l'application de cette différée ou de cette contextualisation par rapport à un parti politique, alors on revient avec la législation. Est-ce que des discours, est-ce que des personnalités, est-ce que le programme du parti de façon récurrente manifeste une hostilité vis-à-vis de la loi antidiscrimination, la loi racisme, le négationnisme et la Convention européenne des droits de l'homme? Dans le cas du PTB, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de raison qu'on applique le cordon sanitaire médiatique ou la clause de responsabilité sociale et démocratique au cas du PTB. Alors, revenons, je le disais en introduction, revenons sur le cas du discours d'investiture de Donald Trump. La RTBF a donc décidé de diffuser avec un léger différé le discours. Elle a informé le public. Le président du MR a notamment qualifié la RTBF de ministère de la censure et de la propagande. Donc, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées. Et le Conseil de déontologie a décidé de ne pas ouvrir de dossier contre la RTBF. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive la décision? Alors, en fait, la question qui était posée était manifestement non fondée. Pourquoi? Parce que la décision de la RTBF d'appliquer le différé est d'abord une décision qui relève de sa liberté rédactionnelle. La RTBF pouvait ne pas diffuser, pouvait en diffuser un extrait, pouvait recontextualiser ou pouvait décider de diffuser avec un léger décalage. Alors, le fait de le faire, d'appliquer le décalage, devait forcément aussi donner une information publique que c'était le cas et aussi donner les raisons pour lesquelles c'était fait. Et la raison du cordon sanitaire médiatique a pu peut-être être mal interprétée, peut-être par confusion avec le cordon sanitaire politique, peut-être par méconnaissance de ce que recouvre le cordon sanitaire médiatique. En fait, ce qu'a fait la RTBF, c'est analyser le risque
de ce discours, de cet événement qui se produisait en direct, des discours qui pouvaient être prononcés, par rapport à, non pas ici un parti oui, parce qu'on ne peut pas dire que le parti républicain en lui-même est liberticide. Voilà, et donc non pas par rapport à ça, mais par rapport, et là c'est un principe de précaution et de responsabilité sociale journalistique, par rapport à une personne un homme politique qui régulièrement a tenu des propos qui incitaient à la discrimination, qui montaient les communautés les unes contre les autres, et qui donc peut, à un moment donné, tenir des propos qui peuvent, en direct, avoir une incidence sur la société, sur le monde tel qu'il se déroule, sans que le cadrage journalistique puisse arriver à temps. Alors, ça n'est pas pour autant de la censure. Ce serait de la censure si une autorité extérieure à la rédaction décidait de dire telle personne-là n'intervient plus jamais à l'antenne ou plus jamais. Il faut vraiment qu'il y ait une tentative de faire taire, de faire taire ou d'empêcher l'information d'arriver au public, ce qui n'était pas le cas. Ouais. Vous, en tant que politologue, justement, est-ce que l'interprétation qui a été faite du coup par la RTBF vous paraît aussi pertinente? Enfin, en tout cas, c'était logique pour eux de le faire. Je crois que je n'ai pas interféré dans la ligne éditoriale de Non, mais ce que je veux dire, en tout cas, oui. est-ce que pour vous, effectivement, c'était une décision qui vous paraît assez légitime, vu le discours de Trump? Mais quand on étudie le discours de Trump, c'est sûr qu'on a différents indicateurs qui sont récurrents dans sa rhétorique, que ce soit sa qualification de l'immigration ou de certains êtres humains à qui on voudrait retirer certains droits ou certaines libertés. Quand on voit ses propos vis-à-vis des femmes ou les différences sur les droits des personnes LGBTQIA+, je pense que si on prenait, même si c'est toujours délicat de le faire, d'extrapoler des concepts européens ou en tout cas francophones au monde anglo-saxon et aux États-Unis, mais en tout cas si Donald Trump était belge, en tout cas, on pourrait lui accoler l'étiquette d'extrême droite. Oui, ça oui, parce qu'il compléterait les différentes cases. Donc, en fonction de ces différents critères, en fonction des différentes législations qui existent en Belgique francophone en tout cas, on pourrait reconnaître que la RTBF a appliqué un cordon sanitaire et l'a justifié et l'a expliqué également avant de le faire. On peut ajouter par rapport à Trump que lors de précédentes élections, il avait tenu un discours en direct qui avait eu une incidence sur les événements au Capitole. Et donc, c'est là qu'on voit qu'un direct peut aussi créer un effet. Et donc, il y a là un principe de précaution. Et il faut souligner que, parce que c'est souvent les éléments qu'on a retenus aussi dans le chef du public, c'est de dire, tiens, mais tous les médias n'ont pas agi de la même manière. Et ce n'est pas toujours bien perçu. En fait, c'est simplement parce que là, de la même façon quand un journaliste mène un travail d'enquête, mène des interviews, il a des choix qu'il assume, d'interlocuteurs, des choix de sujets, des choix d'angles. Eh bien, le fait de décider de diffuser en direct ou pas, avec un différé ou pas, ça relève d'une décision qui est propre à chaque rédaction. Et chaque rédaction, et c'est le principe même du cordon sanitaire médiatique, de la clause de responsabilité sociale et démocratique, c'est de dire chaque rédaction est responsable de sa décision et doit nourrir sa décision par une enquête sérieuse. Et donc doit, sur base de sources qu'elle collecte, qu'elle vérifie, qu'elle recoupe et sur lesquelles elle procède à son analyse, tirer sa propre conclusion. Et donc si un média comme la RTBF tire la conclusion que pour elle, en fonction de sa responsabilité, de ses valeurs, de sa ligne, il vaut mieux être prudent et user du différé pour pouvoir cadrer les propos si c'est nécessaire, les mettre en perspective si c'est nécessaire. Un autre média peut, avec des sources qui sont peut-être différentes, une analyse qui est la sienne, sa ligne éditoriale, ses valeurs, procéder à une autre analyse où le risque va être évalué moindre et donc on pourra alors diffuser. Donc c'est à chaque fois, et c'est un principe fort en déontologie, c'est l'autonomie rédactionnelle qui prévaut, c'est la décision qui peut s'appuyer sur des décisions de justice ou d'autres, sur des sources diverses, mais en tout cas c'est à chaque fois la rédaction qui doit trancher.
Alors, je vous propose qu'on aille, on va aller un peu plus loin dans l'émission et parler des pressions que peuvent subir notamment la presse. On voit que là, il y a eu pas mal de critiques sur l'RTBF, sur d'autres médias. Les pressions politiques, les intimidations, la désinformation, l'érosion de l'indépendance des médias, c'est une tendance européenne qui ressort du rapport sur la liberté de la presse en Europe qui a été présenté il y a quelques jours devant le Conseil de l'Europe par la plateforme pour la sécurité et la protection des journalistes. Alors, ce rapport, il a été lancé il y a 10 ans, juste après les attentats de Charlie Hebdo. On a rencontré Jean-Paul Marthoz, il est journaliste, il a coordonné le contenu éditorial de ce rapport. Il va nous parler justement de ce contexte d'intimidation, de remise en cause de la liberté de la presse partout en Europe, qui ne fait que se renforcer avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. On l'écoute tout de suite. L'ensemble des analystes, même des personnalités liées, même au Conseil de l'Europe, comme par exemple le commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe, dénonce une dégradation générale de la liberté de la presse. En plus de ça, ces dernières années, le manque de gêne, en fait, l'absence totale de gêne de ceux qui violent cette liberté, ils s'en vantent, même d'une certaine manière. Donc il y a aujourd'hui un média bashing qui s'est installé dans nos sociétés, et c'est peut-être l'élément principal, bien plus que des mesures graves qui ont été prises dans un certain nombre de pays, mais c'est plutôt cette ambiance politique, cette atmosphère morale dont parlait Stefan Zweig dans les années 30 lorsqu'il regardait le continent européen en train d'être happé par le totalitarisme, par le nazisme. En fait, c'est plutôt ça qui nous inquiète. Bien sûr, il y a une série de mesures qui ont été prises par les gouvernements qui démontrent qu'il y a une espèce de template, comme on dit, de modèle d'installation d'un pouvoir autoritaire qui nie les principes de base de la liberté. On prend le cas de la Hongrie, par exemple, où c'est vraiment là-bas que depuis 2010, depuis l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban, il y a eu vraiment un modèle qui était mis en place. Ce n'est pas seulement un autocrate qui fait un peu ce qu'il veut, un peu comme Trump l'a fait lors de son premier mandat, c'est un programme politique et ça passe par la négation des contre-pouvoirs, et notamment celui de la presse. Et comment fait-on? Eh bien, on s'en prend aux institutions de régulation qu'on va remplir de partisans, on s'en prend au modèle de financement de la radio-télévision de service public pour marginaliser un contre-pouvoir, on va s'en prendre au mécanisme de financement de la presse, en récompensant les médias qui sont proches du pouvoir et en sanctionnant, marginalisant dans la publicité publique, par exemple, les médias qui sont critiques ou indépendants. Je pense qu'en Belgique, on est, c'est vrai, dans un pays qui bénéficie encore d'une très très large liberté. Il faut le reconnaître, il ne faut pas comparer la Belgique à la Hongrie. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, de nouveau, qui est dangereuse parce qu'à force d'attaquer les journalistes, et en particulier les journalistes du service public, on tend à tomber précisément dans ce que toute démocratie libérale doit éviter, c'est cette volonté de décrédibiliser, de saper la presse indépendante, la presse de service public, qui joue un rôle essentiel dans la représentation de l'ensemble d'une société. Alors, François Debras, j'ai envie de vous faire réagir peut-être sur le contexte européen d'abord. Jean-Paul Marthoz nous parle de l'Italie, de la Hongrie, de la Slovaquie, des pays où l'extrême droite est au pouvoir. Est-ce qu'on constate vraiment des pressions sur la liberté de la presse quand l'extrême droite est au pouvoir? Est-ce que finalement la presse, les médias sont un ennemi de l'extrême droite? Oui, mais on peut le voir dans différents pays. Ça a été le cas, par exemple, comme ça a été présenté avec Viktor Orban, qui va refuser certaines subventions pour des associations de journalistes ou pour des différentes rédactions. On le voit avec Giorgia Meloni aussi, qui peut attaquer en justice des journalistes qui seraient critiques vis-à-vis de son propos. Mais on parle de journalistes, mais ça peut être aussi des universitaires. Luciano Canfora, quand il a rappelé le passé fasciste de Fratelli d'Italia, et aussi attaqué en justice pour diffamation. Donc il y a tout un ensemble d'éléments comme ça qui viennent attaquer des figures d'opposition. Ça peut être les journalistes, ça peut être les universitaires. On le voit aussi au niveau européen, les syndicats, différentes associations, différents corps intermédiaires qui sont mis sous tension justement par ces partis politiques d'extrême droite. Mais pas que. On a une vision globale aujourd'hui où en Europe, on a des partis d'extrême droite, mais aussi des partis conservateurs
qui ne font peut-être pas ouvertement de l'incitation à la haine raciale, mais les discours gris, comme on l'a dit il y a un instant, où ces discours de haine sont présents dans la société, et même, je dirais, en Belgique, et même dans le sud du pays. On peut être très fier en expliquant qu'on n'a pas de parti politique d'extrême droite institutionnalisé dans le sud du pays, mais ce n'est pas pour ça que cet environnement de remise en cause des journalistes, des universitaires, des syndicats, que ces discours gris, ces discours de haine sont bien présents aussi au sein de la société, qui sont véhiculés par différents représentants, différentes institutions, qui doivent éveiller notre attention par rapport à ce climat ambiant dans lequel nous sommes. Peut-être pour prendre des exemples très concrets, mais on se rend compte qu'aujourd'hui en Belgique, l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir, mais si on reprend le plan en 70 points du Vlaams-Blok et qu'on se compare dans les années 90 et aujourd'hui, ce qui est audible, ce qui est débattu, ce qui est passé, on peut le voir avec des logiques de centre fermé, par exemple. Un centre fermé, historiquement, c'est une proposition du Vlaams-Blok. Aujourd'hui, ça a été mis en application. Le retrait de Unia de la Flandre, c'était une proposition du Vlaams-Blok. Non seulement la Flandre s'est retirée, et aujourd'hui, on diminue la dotation de 25% d'Unia. Tout ça, c'est des propositions qui existent. La suppression du secrétaire d'État, du secrétariat à l'égalité des chances. Tout ça, c'est des propositions. Et ce sont des propositions, mais c'est aussi des mots, des discours. Quand on entend parler d'ensauvagement, d'islamisation, de submersion, tout ça, ce sont des termes qui, historiquement, sont le propre de l'extrême droite et qui, aujourd'hui, sont dans le débat ambiant. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas parler de migration, je ne dis pas qu'il ne faut pas débattre de l'utilité ou non de certains ministères, mais il faut savoir que ce débat-là, il est porté par un historique qui n'est pas du tout neutre, qui est porté par l'extrême droite, et donc il y a une nécessité, et on reviendra sans cesse là-dessus, sur la contextualisation et le cadrage de ces débats qui me semble essentiel. Oui, le cadrage, et peut-être juste une dernière question, Muriel Hanot, c'est que on voit effectivement parfois des attaques de certains partis, etc., sur les réseaux sociaux. Est-ce que du coup on peut les encourager plutôt à aller introduire une plainte au Conseil de déontologie, parce qu'ils ont le droit de le faire et il y a des décisions qui sont rendues? Exactement. Et il y a quelques années d'ailleurs, je pointais dans un éditorial qui concluait, c'était à l'issue de la précédente campagne électorale, où en pointant un phénomène où les partis politiques, les candidats étaient venus plus spontanément vers nous, plutôt que de critiquer sur les réseaux, ce qui renforce le rôle. On intervient a posteriori. Si la pratique est mauvaise, on le dit et les pratiques s'améliorent. C'est un système d'émulation, en quelque sorte, le Conseil de déontologie journalistique. Tandis que s'épancher sur les réseaux sociaux, finalement, ça pointe le doigt sur les journalistes, sur des motifs qui ne sont peut-être pas du tout fondée, simplement une simple appréciation globale, générale. Oui. Et donc, il vaut mieux déposer plainte au Conseil de déontologie. Oui, et on participe à ce climat ambiant. Alors, du coup, je rappelle l'adresse du Conseil de déontologie. Il y a toutes les informations sur le site et toutes les informations pour, si vous voulez introduire une plainte. C'est possible via le Conseil de déontologie journalistique. Et je rappelle aussi la chaîne Popex, YouTube, vidéo, podcast, où on décrypte tous les discours d'extrême droite. Merci vraiment à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle journée.